nous avons voulu que cette dernière séance du séminaire de nouvelles formes d'eugénisme soit dirigée vers le futur. Les 6 précédentes séances ont plutôt fait un bilan du passé de l'eugénisme et de ses formes actuelles ou de ses formes présomptives. Là, nous plongeons dans la prospection. Et pour ce faire, nous entendrons d'abord M. Nizan, dont on a rappelé à l'instant. On avait dit Yves Michaud d'abord. Bon, alors, donc prospective philosophique pour commencer. Yves Michaud. Excusez-moi. Bien, j'essaierai de m'en tenir strictement au temps dont nous sommes convenus, c'est-à-dire pas plus d'une demi-heure. Et donc, s'il y a des blancs par moment, pour des coupures, ou si j'abrège à un autre moment, ne m'en tenez pas trop rigueur. Alors, il y a une traduction pour les malentendants, donc il faut parler pas trop vite. Pas trop vite, hein, c'est ça, d'accord. Bon, je commencerai par une banalité, c'est que le souci de soi et la gestion du groupe et de l'espèce sont des constantes humaines. Et je crois qu'il faut honnêtement les rattacher à un attachement de base à la vie, qui tantôt se manifeste, je dirais, dans l'égoïsme individuel, tantôt se manifeste à l'opposé par le sacrifice à des valeurs collectives, avec beaucoup de possibilités de conflits, comme on le voit dans les mythes ou dans la tragédie. Donc de ce côté-là, la gestion de la reproduction et la sélection eugéniste ne constituent absolument rien de nouveau dans l'histoire humaine. À mon avis, il y a quand même 2 moments charnières dans cette continuité. Et là, je reviens à des choses philosophiques. Premièrement, le moment des biopolitiques, ce qu'on appelle depuis Michel Foucault les biopolitiques. Et deuxièmement, le tournant des biotechnologies contemporaines. Alors, rapidement, sur les biopolitiques, je rappelle que Michel Foucault a introduit dans les années 70, à partir de 1974 exactement, le terme de biopolitique pour désigner la politique en tant que gestion de la vie et gestion aussi de la population. Comme je ne suis pas là pour parler de Foucault, mais dans son approche philosophique, il repérait cette biopolitique d'abord à travers les pratiques de la discipline et du dressage, discipline des corps et dressage des corps, et puis ensuite, et plus largement, et c'est ça qu'il a beaucoup retenu, à partir des années 74-75, le contrôle de la biopolitique comme contrôle de la vie des populations, à travers l'action sur l'alimentation, l'hygiène, la santé, la durée et la qualité de la vie, et bien sûr la reproduction. Et au cœur des biopolitiques, et je crois que nous y sommes toujours, mais sous des formes qui ont changé quand même depuis le XVIIIe siècle, 18-19e siècle, au cœur des biopolitiques, il y a ce que nous appelons, ce que nous connaissons, et ce à quoi nous sommes complètement habitués, c'est-à-dire les politiques de la population, les politiques sociales et les politiques de santé publique. Il semblait à Foucault nécessaire d'introduire ce terme de biopolitique parce qu'il lui semblait qu'à partir du XVIIIe siècle, le pouvoir politique s'exerce différemment et en tout cas passe par les formes de contrôle de la population. Je dirais que nous n'en sommes absolument pas sortis, comme les discussions aussi bien sur les lois bioéthiques que sur la sécurité sociale et l'assurance maladie ou les retraites en témoignent. Mais disons que ce pouvoir biopolitique est aujourd'hui profondément modulé par l'individualisme démocratique. Bon, second tournant, sur lequel je dirais presque rien, parce que d'abord il y a eu les précédentes interventions, précédentes séances, et puis d'autre part les personnes ici sont plus compétentes que moi, c'est le tournant des biotechnologies. Si on appelle biotechnologie l'utilisation d'instruments biologiques, c'est-à-dire d'organismes, de parties d'organismes ou de processus organiques pour produire des substances, des êtres vivants ou d'autres processus biologiques, là encore on doit reconnaître que les biotechnologies sont une constante humaine. Comme en témoignent les pratiques immémoriales, entre guillemets immémoriales,
parce qu'on peut leur donner une origine historique quand même, ou préhistorique, les pratiques immémoriales de sélection animale, par exemple, ou végétale, les techniques d'amélioration des sols ou les techniques alimentaires. Mais en revanche, ces biotechnologies ont connu deux révolutions récentes, deux révolutions considérables. Une première à laquelle on tend à moins faire attention que par le passé, mais ça a été la révolution de l'industrialisation à l'âge de l'encyclopédie, à l'âge du développement des techniques agronomiques. Et ça a débouché sur ce qu'on appelle les révolutions vertes de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, avec des conséquences considérables justement sur les politiques de population à travers l'amélioration de l'alimentation et de l'hygiène. Et puis il y a eu une révolution au cœur de laquelle nous nous trouvons, c'est la révolution des biotechnologies scientifiques depuis les années 50, lorsqu'on passe de biotechnologies très largement empiriques à des biotechnologies qui reposent sur la connaissance des mécanismes biochimiques de la vie. Donc nous sommes aujourd'hui fascinés par effectivement ces biotechnologies scientifiques et la sorte d'engineering génétique qu'elles rendent possible. Mais cette révolution, encore une fois, elle a été précédée par une révolution au sein des biotechnologies empiriques au moment de l'industrialisation. Alors bien évidemment, pourquoi je fais ces rappels, c'est parce que biopolitique et biotechnologie pèsent considérablement, je dirais, sur les politiques les changements dans les biotechnologies ont énormément pesé sur les politiques de population, les politiques d'hygiène, de santé publique et d'urbanisme. J'ai commencé ainsi parce que ça me semble indispensable de resituer l'eugénisme, sur lequel je dirais peu de choses d'ailleurs, resituer l'eugénisme et les questionnements actuels, les interrogations actuelles, dans ce cadre d'une part de la biopolitique, des politiques de population, et d'autre part des révolutions biotechnologiques. Et je dirais que quand on regarde cette grille, quand on observe cette grille de lecture, je dirais on peut distinguer trois sortes d'eugénisme ou trois moments de l'eugénisme, mais là je recouperai des choses qui ont dû déjà être dites. Il y a d'abord ce qu'on pourrait dire un eugénisme de toujours, un eugénisme empirique, c'est-à-dire que les êtres humains, je veux dire, compte tenu de ce qu'ils sont, essayent de se reproduire du mieux possible, aussi bien en quantité qu'en qualité, avec d'ailleurs l'éventualité que la non-reproduction fasse partie de ce mieux possible, quand on a affaire à des choix malthusiens. Bon, ça, c'est, je dirais, le penchant humain lié au fait d'être un humain vivant. Ensuite, il y a un eugénisme moderne sur lequel vous avez dû être amplement éclairé, qui est apparu à la fin du XIXe siècle, qui est contemporain des politiques de population et de la théorie de l'évolution. Je n'en parle pas. Et puis, bien sûr, il y a un eugénisme contemporain qui correspond à la rencontre de ces préoccupations, je dirais, immémoriales, entre guillemets, et des biotechnologies scientifiques. C'est-à-dire que nous avons ou nous pensons avoir, en grande partie, les moyens de ce que nous avons toujours voulu en termes d'avoir la meilleure reproduction possible, aussi bien en quantité qu'en qualité. En quantité, c'est le contrôle des naissances, par exemple, et en qualité, bien, c'est toutes les technologies de diagnostic prénatal ou technologies encore plus avancées. Alors, cet eugénisme nouveau, là encore, vous avez dû en entendre beaucoup parler, et donc je veux m'en tenir à l'essentiel, du point de vue général qui est le mien, c'est-à-dire que ce n'est pas le point de vue d'un homme de science, je lui vois quatre caractéristiques. Il est scientifique, il est démocratique, il est privé et il est aisé. Et quand je dis aisé, ça veut dire pour le moment, il est pour pays riches. Mais j'ajouterais que, et ça, il faut en tenir tout à fait compte dans nos réflexions, il a deux faces qui sont unies comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques réelles, ce qui se passe effectivement dans les équipes médicales et lorsque se confrontent les désirs des couples, par exemple,
et les possibilités médicales dans le cadre hospitalier et dans le cadre légal. Et puis il y a l'autre phase qui est la phase des fantasmes. Les fantasmes qui sont aujourd'hui démultipliés par la communication. Il y a les fantasmes, le fantasme de nos désirs, hein, mais ces fantasmes qui sont démultipliés par la communication, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit qu'il est possible de faire ou qu'il sera bientôt possible de faire, et toutes les choses mirobolantes qui deviendront possibles. Je dirais aussi que ce nouvel eugénisme est défini, je veux dire, il est, enfin pas défini parce que je n'aime pas trop ce genre de métaphore, mais il prend forme au point de tension entre quatre champs. Quatre champs qui sont bien sûr coordonnés puisqu'ils font tous partie de la vie sociale, et en même temps qui ont une certaine autonomie. Il y a bien sûr le champ, je dirais, biomédical et le champ des possibilités technoscientifiques, c'est-à-dire l'offre scientifique de possible, hein, ce qui est possible, ce qui est certain, ce qui est encore incertain, ce qui est possible par exemple sur les animaux et qui n'est pas encore possible ou qui n'a pas encore été transposé à l'homme. Donc ce qui est l'offre scientifique, ce que j'appelle l'offre scientifique de possible, et les conditions économiques qui la gouvernent, hein, c'est-à-dire le coût notamment qui accompagne ces possibilités. Pensez par exemple au coût d'un clonage, d'un clonage animal. Deuxième domaine, à la fois déterminant et déterminé, il y a les demandes des individus au sein des sociétés démocratiques. Ce que j'appelle les demandes des individus au sein de sociétés démocratiques, c'est-à-dire ce que les individus veulent, ce qu'ils veulent en estimant y avoir droit et en même temps avoir le droit de le vouloir. C'est-à-dire ce qu'ils pensent possible et ce qu'ils pensent acceptable aussi. C'est ce que j'appelle les demandes des individus dans les sociétés démocratiques, avec bien entendu une part de fantasme. Ensuite, troisièmement, il y a un autre champ qui intervient, c'est le cadre, j'appellerais normatif juridique, c'est-à-dire les normes qui encadrent les conduites et qui en même temps les structurent. Ce que nous avons, non pas ce à quoi j'ai droit ou ce que je pense avoir le droit de, mais ce que le droit permet, hein, ou ce que les normes actuelles, en l'état actuel, permettent. C'est ce que j'appelle le cadre normatif juridique. Et puis quatrième domaine, qui aujourd'hui que j'isole et j'individualise, c'est ce que j'appelle l'imaginaire de la vie bonne, hein, l'ensemble des représentations de ce que c'est qu'être heureux, être beau, réussir, être bien adapté, etc. Et donc, comme je vous disais, ces champs sont bien évidemment liés et solidaires, puisqu'ils sont tous dans l'espace social, hein. Ils sont les champs de notre société, mais ils sont aussi en partie autonomes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que je veux dire tout bêtement que les possibilités scientifiques et techniques se développent au sein d'équipes de recherche et que telle chose est possible dans le cadre des équipes de recherche à tel moment ou envisageable dans un avenir proche, par exemple la création d'un 47e chromosome. Bon. En même temps, ces possibilités scientifiques et techniques font l'objet d'une diffusion médiatique, hein, par exemple le sensationnel des thérapies géniques, par exemple. De la même manière, pour dire que ces domaines sont à la fois liés et autonomes, les fantasmes de la vie réussie s'autonomisent dans les rêves des individus, mais en même temps, les laboratoires pharmaceutiques travaillent à les rendre accessibles à un marché solvable. Donc, on est dans une situation où il y a des possibilités de choix considérables, des possibilités de choix qui sont encore étendues et je dirais fantasmées dans l'imaginaire. Et un des problèmes que nous avons, si on veut réfléchir de manière éthique, c'est que le raisonnement sur les situations est continuellement contaminé par le raisonnement sur des éventualités plus ou moins abstraites et plus ou moins imaginaires. Je suis frappé dans la littérature concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui qu'on voit continuellement apparaître l'expression que la fiction rejoint la réalité ou que la réalité rejoint la fiction, etc. Et si vous regardez la presse sur ces sujets-là, continuellement cette dualité et contamination de la fiction et de la réalité.
Alors, dans les réflexions que j'ai menées, et là, ça sera de toute manière très très schématique à la fois, et je vous demande de m'en excuser, mais en même temps, je crois que ça a un intérêt d'être schématique, c'est-à-dire d'essayer de balayer l'ensemble du domaine. Je me suis intéressé récemment aux arguments qu'on utilise pour justifier ou au contraire refuser les pratiques eugéniques contemporaines. Alors, je vais les énumérer. Encore une fois, ce sera de manière très schématique, mais l'intérêt, c'est plutôt de passer en revue l'ensemble des arguments, parce que certainement, on pourra m'objecter que certains sont présentés de manière vraiment beaucoup trop simpliste et pourraient être formulés. Mais ce qui est intéressant, et probablement, j'espère que vous me direz que j'en ai oublié, mais ça complétera. Mais c'est le balayage général qui est intéressant. Si je parle de ces arguments, quels sont les arguments en faveur, je dirais, de l'eugénisme privé démocratique que nous avons? Et je distinguerai d'abord une série d'arguments qui sont ceux à partir des valeurs vitales, à partir des valeurs de la vie, et des valeurs qu'on est bien normal d'analyser plus avant. Alors, premier argument, favoriser la venue au monde d'êtres bien portants, ou en bonne santé, ou normaux. C'est l'argument de la santé, qui est omniprésent dans tous les débats. C'est finalement toujours au nom de la santé qu'on vous propose un traitement à la Frankenstein. Donc, favoriser la venue au monde d'êtres bien portants, en bonne santé ou normaux, sont des arguments donc de bon sens, mais qui supposent, je l'indique tout de suite, n'importe qui peut se rendre compte, tout de suite qu'on ait une idée du normal et du pathologique. Et le normal et le pathologique, qu'est-ce que c'est que la santé pour moi, Qu'est-ce que c'est que la santé par rapport au système de santé, Qu'est-ce que c'est que la santé par rapport au système assurantiel, qu'est-ce que c'est que la santé par rapport à la moyenne statistique d'une population, qu'est-ce que c'est que la santé par rapport à la diversité humaine. Alors, dans ce genre d'argument, ce qu'on constate, c'est qu'il est toujours facile de s'entendre sur les cas franchement déviants. Et puis beaucoup moins dès qu'on aborde les déviances légères par rapport à la moyenne, ou quand on aborde l'expérience personnelle. Le vécu personnel, par exemple, d'une légère malformation, ou le vécu personnel d'un léger déficit. Bon. Mais l'argument qui est le gros argument, l'argument en gros qui est avancé, c'est celui de la santé et de la normalité. Deuxième argument invoqué, c'est celui qu'adoptent beaucoup de ceux qui disent vouloir envisager le clonage, c'est la lutte contre la stérilité et la volonté de favoriser la reproduction des individus. Permettre à des couples stériles d'avoir des enfants, permettre à des individus ayant des maladies génétiques d'avoir des enfants sans ces maladies. Bon, là, ça pose notamment la question des conséquences des choix individuels par rapport au groupe, d'abord, par rapport au groupe en tant que le groupe social donné à un moment donné, et puis, éventuellement, plus généralement, la question des conséquences des choix individuels par rapport à l'espèce. Troisième catégorie d'arguments, améliorer la population et le bien-être commun. Alors, cet argument requiert à son tour des raisons en termes de modèle politique de l'humanité. C'est ce qui est chez Platon, c'est ce qui est dans l'eugénisme nazi, mais c'est aussi ce qui est présent dans la théorie de l'homme nouveau au début des années 30. Il n'y a pas que chez les nazis. Il y a des théories de l'homme nouveau, il y en a chez tous les penseurs de l'Union soviétique, il y en a même chez quelqu'un d'aussi estimable que Georges Friedman, par exemple, le sociologue et philosophe français. Ou alors donner des raisons en termes d'espèces. C'est ce qui est avancé souvent dans le darwinisme social du XIXe siècle. En tout cas, au cœur de ces arguments, il y a toujours idéal de la santé parfaite et, disons, ce que je définirais, sans pouvoir faire mieux, que les valeurs de la vie. Les valeurs de la vie. Mais les valeurs de la vie, elles s'enracinent au bout du compte dans l'attachement individuel à la vie, ce que les philosophes ont souvent appelé le conatus. Et cet attachement à la vie, il est source je dirais, à la fois de toutes les tentations, de tous les héroïsmes et en même temps de toutes les distorsions.
c'est par attachement à la vie qu'on peut se sacrifier, et c'est par attachement à la vie qu'on peut être conduit à toutes les lâchetés. En même temps, cet attachement à la vie, il est impossible à remettre en cause. Quand on remet en cause l'attachement à la vie d'un individu, c'est qu'on détruit son conatus. Et contre cet attachement à la vie, les arguments de nulle part, c'est-à-dire les arguments de l'expert, du savant, du point de vue de l'espèce en général, de la vie en général, sont inopérants. Puisque c'est dans l'attachement de chacun que s'enracinent les valeurs de la vie. Deuxième série d'arguments, je vois que j'arrive à maintenir à mon horaire, donc ça ira. Les arguments, bizarrement, ils ne vont pas vous sembler très importants, mais moi je pense qu'ils sont beaucoup plus importants qu'on pense aujourd'hui. C'est les arguments à partir d'autres valeurs qui sont souvent invoqués à la marge, subrepticement. Souvent d'ailleurs comme argument, disons, pour je dirais, finir le travail. On commence avec les arguments de la vie et puis on ajoute des arguments subsidiaires qui vont boucler la situation. Alors, premier argument, très fréquent, la logique de la recherche scientifique et de son application. Dire qu'on ne peut pas verrouiller la curiosité, même quand elle est mortifère, que ce n'est pas la première fois que l'homme a une curiosité mortifère ou se lance dans des entreprises hasardeuses, que certaines ont été dévastatrices, d'autres ont été bonnes, etc. La logique de la recherche scientifique. On l'a vu souvent à l'œuvre récemment dans des textes publiés en France ou ailleurs. Ensuite, argument un peu différent, qui peut être présent dans l'argument de la recherche scientifique, mais lui aussi, je dirais, à la marge, c'est la logique de la compétition scientifique. De toute manière, ça se fera, et si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place, et la recherche en pâtira. Si on prend des dispositions bioéthiques trop sévères, alors ça se fera ailleurs, et alors il n'y aura plus de recherche française, par exemple, etc. Troisième argument est la logique du développement économique. Ça créera des emplois dans des secteurs en développement. Ça a été au cœur du débat allemand. Le débat allemand, c'est il ne faut pas rater cette occasion de se positionner dans la logique du développement économique sur des secteurs nouveaux. Quatrième argument, la logique de la performance. Améliorer l'homme pour qu'il soit plus performant. Ce n'est pas la même chose que la vie ou la santé. C'est pas la même chose que la vie ou la santé. C'est dire il faut que l'homme soit plus performant dans les sports. Il faut qu'il soit plus performant au combat. Il faut qu'il soit plus performant dans l'exploration de Mars. C'est un argument qui est omniprésent dans le dopage, derrière le dopage aujourd'hui, et derrière toute la préparation sportive. Et donc c'est un argument qui est très convaincant. Et puis une cinquième version de ces arguments autres que ceux de la vie, la logique, je l'appellerais, de l'invention existentielle. C'est-à-dire, pourquoi l'homme se confinerait-il à ce qu'il a toujours été ? Pourquoi cesserait-il d'évoluer ? Pourquoi ne pas choisir l'aventure de la manipulation et du surhomme ? Il y a un petit groupe français dont j'ai cité les textes, des mutants, qui ont ces sortes de manifestes existentiels, de l'aventure, de la création du surhomme. C'est un thème qui est assez présent aussi chez un auteur probablement apocalyptique, mais aussi visionnaire, c'est Maurice Jean Dantec. Et je dirais que pour finir, sur tous ces arguments, ils sont tous profondément ancrés dans le mode de production technoscientifique et technocapitaliste. Ou alors, sont des arguments qu'on pourrait dire prométhéens. Je veux dire, en partie, ils sont techno-capitalistes et en partie, ils sont simplement prométhéens. Parce qu'on ne peut pas dire que Prométhée était un techno-capitaliste. Enfin, dernier point de mon parcours, les arguments contre. Ou modérateur, ce qu'on appelle contre ou modérateur. Et les dangers du libéralisme individualiste, avec l'idée que des choix individuels à courte vue et la tyrannie des petites décisions peuvent être catastrophiques pour le groupe, par exemple en conséquences financières ou politiques, ou catastrophiques pour la vie. Catastrophique pour le groupe, par exemple le tirage sur la solidarité sociale et sur l'économie, au nom de la santé ou de la reproduction, ou catastrophique politiquement, la création de castes, par exemple.
C'est un argument sur les dangers du libéralisme individualiste. Deuxièmement, argument sur les incertitudes de la connaissance et de la technique. C'est notre sujet en partie ce soir. C'est-à-dire, on surestime les possibilités et on ne prend pas assez en compte les risques. On manipule sans savoir quoi vraiment au fond. Là, bien sûr, on retrouvera l'invocation aujourd'hui si fréquente du principe de précaution, mais cette fois-ci contre des euphories futuristes. Et puis, troisième argument dans cette veine-là, j'en ai encore deux autres après, les défigurations de l'humain. Ça, c'est l'argument humaniste. Il faut rester fidèle à une idée de l'homme. Bon, le problème, c'est que tout dépend de l'humanisme dont on se réclame. Et on peut toujours le retourner, cet argument, en montrant, comme l'a fait Sloterdijk, que l'homme a toujours été un sélectionneur, un domesticateur et un éleveur d'autres hommes, et que ça commence dès Platon. Non pas, le quatrième argument dans cette veine, non pas la défiguration de l'humain, mais la défiguration de la vie. Dire la vie est diversité, on réduit cette diversité en prétendant la normaliser, on fausse la sélection naturelle. Mais là encore, il y aura des gens pour retourner l'argument en disant que l'espèce humaine a depuis longtemps pris en main, bien ou mal, sa propre sélection. Et puis, cinquième argument contre, et qui ne me semble pas si mauvais que ça, c'est que ces projets eugénistes, égoïstes, individualistes, représentent souvent les vues unilatérales d'une partie réduite et privilégiée de l'humanité. Partie réduite et privilégiée de l'humanité. Donc c'est un argument, je dirais, nord-sud, c'est-à-dire une partie réduite, privilégiée, éclairée, scientifiquement éclairée de l'humanité, prétend produire le meilleur du monde. Cet argument, effectivement, si on le pousse jusqu'au bout, l'argument du meilleur du monde, dira on va reconstituer, comme la logique en est décrite dans le roman de Huxley, on va reconstituer des castes. C'est un argument qui fait appel au point de vue politique cette fois-ci, et existentiel. De ce côté-là, moi je conseille vivement une relecture ou une lecture, parce que quand on l'a lu jeune, on n'en a pas saisi la portée, du livre de Huxley. Parce que c'est un livre où la critique n'est pas une critique au nom de l'humain. La critique de l'eugénisme scientifique chez Huxley n'est pas au nom de l'humain, n'est pas au nom de l'humanisme, il est au nom de la politique, la division en castes, et au nom de la politique dans ses conséquences existentielles. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les castes supérieures s'ennuient, et ceux qui sont dans les castes supérieures inférieures sont inexistants. Alors, j'en termine avec, j'arrive à la fin, conclusion à proposer, comme je l'avais annoncé, j'en ai pas. Je voulais simplement mettre à jour, je dirais, balayer très largement cette diversité d'arguments, leur ambiguïté, leur simplicité, quitte à me faire moi-même taxer de simplisme, et parfois leur faiblesse. Et je dirais que ça me semble, si vous voulez, rendre nécessaire de repositionner pas mal quand même les choses de la manière suivante. Premièrement, il y a les grands débats éthiques, les grandes questions qui animent aussi bien les grands esprits que les grands comités ou que les cafés du commerce. Ces grandes questions, il faut les mettre en relation avec la prise en considération des situations concrètes dans lesquelles se forment des désirs et se prennent des décisions. C'est-à-dire qu'il y a les débats et puis il y a ce qui se passe concrètement dans les décisions eugéniques et dans les pratiques au niveau, je vous dis, des couples, au niveau des équipes médicales, au niveau du suivi social. Et je ne suis pas toujours sûr que les grands débats éthiques marchent du même pas que les situations concrètes et les pratiques concrètes. Deuxièmement, une chose qui disparaît quand même beaucoup dans ces grandes questions, c'est la prise en considération des dimensions politiques et existentielles des situations. On a beaucoup de métaphysique, on fait beaucoup appel à l'humanisme, on fait beaucoup appel à l'idée de la vie, mais on ne fait pas assez appel aux dimensions politiques, existentielles des situations. Quelle médecine ? Financée comment ? Avec quelles conséquences égalitaires ou inégalitaires ? Et pour quelle sorte d'existence ? C'est des questions à la fois très concrètes, mais en même temps très théoriques.
Et donc, j'aurais tendance, troisièmement, à recommander d'essayer, parce que c'est impossible en même temps, hein, et d'essayer de faire la différence entre les spéculations abstraites, biaisées largement par l'inflation médiatique, c'est-à-dire que les grandes questions, je dirais, telles qu'elles réapparaissent dans Marianne, hein, au fond, pour donner, ou dans le Nouvel Observateur, hein. Et puis, les pratiques concrètes, telles qu'elles sont, elles aussi, biaisées par l'inflation médiatique. C'est-à-dire ce qu'on a dit aux gens qu'il était possible, ce qu'on leur a raconté. Et toute dernière remarque, au lieu de se préoccuper tellement de l'homme, ce qui est extrêmement important, je dirais, il faudrait beaucoup regarder ce qui se passe du côté de l'animal, du côté de ce qu'on fait réellement dans le domaine animal. Parce qu'il est vraisemblable que c'est là qu'est vraiment maintenant aujourd'hui le laboratoire de la tératologie. Or, beaucoup de choses sont possibles sur l'animal. Voilà, merci. Merci beaucoup Yves Michaud. La parole est maintenant à Israël Nizan. Merci de m'avoir invité parmi vous pour donner un point de vue de praticien et dire un petit peu d'où je parle tout d'abord. J'enseigne le diagnostic prénatal depuis une trentaine d'années et je pratique l'aide médicale à la procréation depuis une quinzaine d'années, fécondation in vitro, et depuis 3 ans du diagnostic préimplantatoire. Et toutes ces pratiques m'ont amené à une réflexion et à une obligation de partager mes doutes et d'informer tous les publics qui souhaitent l'être sur ce qui se passe dans la vraie vie du côté des médecins qui sont confrontés à ces pratiques. Et donc, je vais vous donner un point de vue de médecin à la recherche de réactions et surtout à la recherche d'une information devant une augmentation fulgurante des pouvoirs des médecins. On n'est plus à l'époque de Platon où les médecins ne pouvaient rien faire. Désormais, ils ont des pouvoirs qui vont croissant. Les pouvoirs sont devenus tellement importants qu'il me semble illégitime ou en tout cas dangereux de les laisser seuls confrontés au choix que je vais essayer de présenter devant vous. Je vais aborder dans un premier temps le diagnostic prénatal et les problèmes qu'il pose face à l'eugénisme. En deuxième lieu, je vais parler d'aide médicale à la procréation, toujours par rapport à l'eugénisme et à la complexité éthique de cette pratique. Et puis terminer sur une réflexion philosophique à mon niveau, car je ne suis pas philosophe, mais toutes ces pratiques m'ont obligé de réfléchir pour dégager du sens. Alors le diagnostic prénatal, c'est toutes les techniques qui amènent à savoir si un enfant dans le ventre de sa mère est en bonne santé ou non. Il y a 2 sortes de populations ou de femmes qui s'exposent au diagnostic prénatal. Les femmes qui sont issues d'une famille où une maladie existe ou qui ont déjà mis au monde un enfant atteint et qui sont donc appelées femmes à haut risque, sur lesquelles une prise en charge existe depuis longtemps. Et puis quelque chose de beaucoup plus nouveau, qui est ce qu'on appelle le bas risque, c'est-à-dire le dépistage. C'est des femmes qui n'ont pas d'antécédents particuliers permettant de penser qu'elles transmettent une maladie ou une autre. Vous savez que l'espèce humaine transmet 6000 maladies héréditaires connues actuellement. Et donc, ces femmes qui n'ont pas d'antécédents particuliers sont exposées actuellement de manière quasi-industrielle, puisque 700 000 femmes sur 750 000 grossesses bénéficient, entre guillemets, d'un diagnostic prénatal qui est soit biologique, prise de sang ou prélèvement, soit échographique, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle, d'un mot vilain anglais, un screening d'une population qui est a priori normale pour détecter la survenue fortuite d'une anomalie chez l'enfant. Le but des patientes qui s'exposent donc de manière massive au diagnostic prénatal est le souci d'être confortées dans l'image d'un enfant normal et en bonne santé.
Et donc, le diagnostic prénatal a subi, dans les 20 dernières années, une extension telle qu'on ne peut pas dire que cette extension soit le simple fait de la demande des patientes. Elle a suivi une marche forcée qui s'est encore renforcée ces dernières années. Et je vais prendre un seul exemple qui est celui des marqueurs sériques qui, moi, me trouble, car c'est quand même une décision nationale qui a été prise concernant cette option. Les marqueurs sériques sont des dosages que l'on pratique dans le sang pour savoir si une femme risque d'avoir un enfant trisomique 21, si l'enfant qu'elle porte risque d'avoir une trisomie 21. Et l'année dernière, 700 000 femmes se sont laissées prélever du sang pour savoir si leur enfant était porteur d'une trisomie 21. Ces 700 000 femmes ont donné lieu à peu près à 50 000 amniosynthèses, c'est-à-dire quand les marqueurs sont positifs, on dit à la femme « Oui, madame, votre risque de porter un enfant trisomique est plus élevé que la norme et nous vous conseillons non pas de vous contenter d'un dépistage, mais de passer au diagnostic. » Le diagnostic par amniosynthèse coûte 1% de fausses couches après amniosynthèse. Donc il y a eu 50 000 amniosynthèses et donc 500 fausses couches d'enfants normaux. Et vous allez tout de suite me demander, et combien a-t-on détecté d'enfants trisomiques 21 l'année dernière grâce à ce programme ? 282. C'est-à-dire qu'on a perdu 2 enfants sains chaque fois qu'on a diagnostiqué une trisomie 21. Voilà donc un programme de santé publique qui, à mon sens, nous pose question, car lorsqu'on perd 2 enfants sains pour détecter un enfant malade, il faut qu'on ait une forte motivation au niveau des décideurs pour avoir accepté de mettre en œuvre un tel programme. Et la forte motivation, ce n'est pas la diminution des anomalies dans la population, car tout le monde sait aujourd'hui que le diagnostic prénatal ne peut pas diminuer le nombre d'anomalies génétiques dans la population, ne peut pas modifier le contenu en anomalies d'une population. Mais le problème est bassement économique. Vous savez que les femmes françaises font leurs enfants 2 ans plus tard qu'il y a 25 ans, et que ce déplacement vers la droite de l'âge moyen de la première grossesse a augmenté de 1000 par an le nombre d'enfants trisomiques fécondés dans notre pays. Et simultanément, les progrès de la médecine ont fait passer l'espérance de vie d'un enfant trisomique de 2 ans à 50 ans. Ce qui fait que le coût d'un enfant trisomique 21 qui naît aujourd'hui est tellement immense, vu l'assistance qu'il va nécessiter pendant ces 50 ans de durée moyenne d'existence, le nombre de trisomiques fécondés a tellement augmenté que les responsables de la santé dans notre pays ont accepté le mauvais ratio que proposait cette extension. Et donc vous voyez qu'en termes de santé publique, ce n'est pas rentable, mais en termes d'argent, ça l'est tout à fait. Alors on peut se demander, face à ce que je viens de décrire comme étant quelque chose, avec les termes que j'utilise, quelque chose de nuisible, quelles sont les autres nuisances du diagnostic prénatal ? Eh bien, les nuisances sont nombreuses. Ce n'est pas faire une galéjade que de dire qu'ici, dans cette salle, nous avons tous la chance d'être nés avant le diagnostic prénatal. Car notre mère ne nous a pas regardés avec les yeux d'une mère inquiétée et tracassée par des résultats douteux au cours de sa grossesse. Notre mère ne nous a pas regardés en ne nous faisant pas confiance. Et je voudrais juste vous raconter une petite vignette clinique parmi 1000 autres qui m'est arrivée tout récemment et qui m'a perturbé, pour exprimer à quel point ce diagnostic prénatal industriel que nous pratiquons dans notre pays est peut-être source de calamité sur le plan psychologique ultérieurement. Très récemment, une femme écrivait « Monsieur, j'ai accouché dans votre service en avril 81, on était en 2001, voilà 20 ans, et j'aimerais venir parler avec vous de cet accouchement. » Je lui donne un rendez-vous,
Et elle me dit, voilà, j'étais au 2e mois de ma 3e grossesse, j'ai eu 4 enfants au total, et j'étais prise tout soudain, un samedi après-midi, d'une douleur dans mon bas-ventre. Je suis venu consulter dans votre service, vous n'étiez pas là, et d'ailleurs vous n'en étiez pas le patron, c'est pas contre vous que j'en ai. Et l'interne et la sage-femme m'ont consciencieusement examiné, et l'interne, après un examen négatif, s'est tourné vers la sage-femme en disant « elle a un peu besoin de se faire chouchouter ». Le lendemain, dimanche, j'avais un ventre de bois et j'avais perforé une appendicite aiguë et j'avais donc une péritonite. Je suis revenu en urgence avec le SAMU et j'ai été sauvé par les médecins de votre équipe qui m'ont dit en même temps, et j'ai vérifié depuis, ils avaient raison de me le dire, qu'une péritonite appendiculaire peut compromettre la grossesse. Et je me suis surpris à espérer que ma grossesse ne s'interrompt pas. Et un mois plus tard, lorsque je suis allé à l'échographie, la sage-femme qui a fait l'examen de l'enfant a dit l'enfant est vivant, il est normal, mais il est un peu petit, il va falloir le gaver. Et pendant le mois qui a suivi, en attendant l'échographie suivante, j'espérais secrètement que mon enfant meure. Mais il était encore vivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la grossesse, où l'enfant est né avec 2700 grammes. Je reconnais, dit-elle, que je ne m'en suis pas occupé comme de mes 3 autres enfants. Chaque fois qu'il avait une maladie infantile, je me préoccupais plus de lui. J'ai eu des réactions pas tout à fait normales devant cet enfant qui m'avait tant inquiété quant à son sort. Et à l'âge de 13 ans, cette fille a fugué. À 14 ans, elle a commencé à se droguer et à 15 ans, elle a débuté une anorexie mentale qui a failli la tuer. J'ai mis 5 ans de psychanalyse à me rendre compte qu'il y avait un lien entre l'anorexie mentale et il va falloir le gaver, qu'on m'avait dit pendant toute la grossesse. Et vous savez, maintenant cette fille a 20 ans et mes relations avec elle ne sont encore pas normales et je pense qu'elles ne le seront jamais. Et je vais vous demander quelque chose, docteur, c'est d'accepter de bien vouloir me recevoir avec mon mari et avec la fille en question. Ce que je fais, et la fille, au bout d'un quart d'heure de mutisme, ouvre la bouche et dit la chose suivante. Ma mère a toujours voulu que je meure. Vous voulez que je vous dise le pronostic de cette relation-là, entre cette mère-là et cet enfant, a été définitivement gâché par 2 phrases dites au chevet d'une femme, il va falloir le gaver. Et je crois que quand nous disons à une femme, votre test est positif, venez faire une amniosynthèse car il y a un risque de trisomie 21, même quand le résultat de l'amniosynthèse nous revient pour dire à la femme, l'enfant est normal, la moitié des femmes ne nous croient pas et restent définitivement perturbées par le test négatif que nous leur avons proposé, voire même imposé. Et donc, les nuisances du DPN sont considérables, très largement sous-estimées actuellement dans notre pays. Et pour couronner le tout, et j'en terminerai là sur le DPN, l'expression de la société a été le renforcement médico-légal dont l'acmé a été l'affaire Perruche, où on a fini par dire aux médecins qui n'avaient pas diagnostiqué une anomalie, l'affaire Perruche c'était une rubéole, mais lorsque l'année d'après 2 médecins n'ont pas vu une trisomie 21, ils ont été condamnés à payer tous les frais nécessaires à l'entretien de ces 2 enfants trisomiques 21 tout au long de leur vie. Et les médecins ont vécu l'affaire Perruche et ce qui s'en est suivi comme étant l'expression d'une société qui se débarrassait du poids du handicap sur les épaules des médecins, leur conférant ainsi une obligation de résultat, diagnostique-le, et si tu ne le diagnostiques pas, nous irons chercher ta responsabilité, car le traitement naturel de la trisomie 21, c'est l'avortement, et si la femme, par ton incapacité de diagnostiquer la trisomie 21, n'a pas pu le découvrir et n'a pas pu demander un avortement, c'est à toi de payer, tu es responsable. Et la conséquence de cela, je vais vous dire quelle elle est. Je fais partie d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Il y en a 70 dans le pays qui analysent toutes les demandes d'interruption médicale de grossesse pour malformation. Et en l'an 2000, je vous rappelle que l'affaire Perruche, c'est fin 2001. En l'an 2000, nous avons eu 3 demandes d'interruption médicale de grossesse au 6e, 7e mois pour des anomalies unilatérales de doigts de main.
bien entendu, conformément à la loi, nous avons refusé ces 3 demandes d'interruption médicale de grossesse, puisque la loi nous dit on peut interrompre la grossesse s'il existe une anomalie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Ce n'était pas le cas et nous n'avons pas accédé à la demande de la patiente. Mais malheureusement, nous avons une espèce de charte interne de notre centre qui est la suivante. Si un des médecins du centre dit « oui, il faut accéder à la demande », le centre accepte la demande. C'est très libéral. Eh bien, en 2002, nous avons nouveau eu 3 demandes d'interruption médicale de grossesse tardive pour des anomalies unilatérales de doigts. Et que croyez-vous qu'il arriva ? 2 ont été interrompues. Et c'était pas faute de m'être insurgé contre cela. Et mes collègues, dont beaucoup sont mes élèves, m'ont dit « Mais Nizan, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris ce qui se passe dans notre société, ce qui est en train de se passer. Tu n'as pas compris que si cet enfant-là, qui a un doigt qui manque, si en plus, et par hasard, il a un handicap mental, c'est vers nous qu'on va se reporter pour assumer les frais définitifs de cet enfant. Nous ne pouvons pas assumer ça. La société change et les médecins de cette société vont changer avec elle. Voilà ce que je voulais dire sur le diagnostic prénatal. Je vais consacrer quelques minutes à parler de l'aide médicale à la procréation, car elle est aussi concernée dans le mouvement eugénique de notre société. Il y a 4 niveaux de complexité éthique et eugénique dans l'aide médicale à la procréation. Le premier niveau, que j'appellerais sans problème, un couple qui est stérile et qui, grâce à la technique, arrive à faire des enfants, à la limite, il n'y a pas de problème. On a pallié à des trompes bouchées en les contournant et en permettant la rencontre des gamètes hors du corps d'une femme. Là, sur ce niveau-là, pas de discussion éthique, en tout cas pas de problématique compliquée. Mais le deuxième niveau, c'est quand il manque des gamètes chez l'un des 2 membres du couple. Il manque des ovules ou il manque des spermatozoïdes. Ces baïonnettes de filiation posent problème. Elles posent problème parce que, mais elles en posent depuis avant la fécondation in vitro, depuis qu'on a installé les banques de sperme, car elles posent des problèmes de filiation qui ont donné du fil à retordre au législateur. C'est pas fini le fil à retordre, parce que demain, il y a la demande des couples homosexuels sur cette question, et les couples homosexuels vont et constituent d'ores et déjà sur les équipes médicales une puissance de demande considérable en nous disant « Nous ne voyons pas pourquoi vous refuseriez à des parents homosexuels les bienfaits de la technique. Nous, comme tous les autres parents, nous avons le droit à avoir des enfants et il va falloir que ce ne soit pas les médecins, mais bel et bien la société qui statue sur cette demande. » Puis il y a le troisième niveau, c'est quand l'aide médicale à la procréation rencontre le diagnostic prénatal. Je veux parler du diagnostic préimplantatoire. Je voudrais tout de suite dire que c'est le diable dans notre pays, alors que ce n'est pas le diable dans la réalité. J'ai beaucoup plus de problèmes dans ma vie de tous les jours avec le diagnostic prénatal et les demandes de couple d'interruption de grossesse sur une fente labiale ou sur des choses comme ça. Ça me pose vraiment problème. En des pays, en diagnostic préimplantatoire, qu'est-ce qu'on voit comme couple ? Je vous dis tout de suite qu'il y a 10 enfants qui sont nés à Strasbourg, 24 enfants qui sont nés à Clamart, il y a 100 couples en attente, il n'y a pas besoin de 3e centre en France, la technique est extrêmement difficile. Avant qu'on ait des centres en France, on envoyait les femmes en Belgique et ça coûtait 50 000 francs par tentative. Donc maintenant, c'est la sécurité sociale qui paye ces tentatives. Mais c'est qui ? La femme de ce matin, que j'ai vue ce matin, c'est... Voilà docteur, nous avons un enfant qui a 6 ans et qui est en train de mourir d'une myopathie à la maison et il est l'objet de tous nos soins. Et il y a 3 ans, nous avons essayé d'avoir un 2e enfant. Nous avons fait un diagnostic prénatal. Malheureusement, celui-ci nous disait que le 2e enfant était aussi atteint et nous avons dû passer par l'horreur de l'interruption médicale de grossesse sur un enfant qui avait la même maladie que celui que nous soignons. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Nous avons besoin de votre aide pour être sûrs que, pour forcer le hasard et pour faire en sorte que nous avons une chance sur 4 d'avoir un enfant malade, nous voulons que la prochaine fois, nous n'ayons plus à en passer par le diagnostic prénatal et que surtout, à Dieu ne plaise, nous n'ayons plus à faire une interruption médicale de grossesse. Personnellement, je ne vois pas où est le problème éthique. Je fais du DPI l'âme sereine
parce que j'estime que je rends un service immense à ces couples. Mais derrière le DPI se cache quelque chose de bien plus grave. Lorsqu'un couple dont un enfant est atteint d'une maladie de Fanconi, qui se transmet à un enfant sur 4, demande non seulement que l'on dise si les embryons sont atteints de la maladie de Fanconi, mais en plus nous demande le groupe HLA de l'embryon qu'on réimplante pour que l'enfant qui va naître soit indemne de la maladie, mais puisse servir de donneur de greffe pour son grand frère qui est en train de mourir, c'est un pas de plus. Et il y a un pas de plus dans ce 3e niveau, qui est des parents qui ont un enfant leucémique et qui disent « notre enfant est en rémission, mais si jamais il rechute, on voudrait avoir un donneur de greffe pour lui ». Et vous voyez que là, j'ai franchi 3 étapes de gravité face auxquelles les médecins ne peuvent pas décider tout seuls. Et alors, le 4e stade de l'AMP, de l'aide médicale à la procréation, c'est le clonage reproductif. Dans certains groupes culturels où la filiation a une importance qui est renforcée par la religion, il est beaucoup plus acceptable d'aller chercher la cellule du père ou la cellule de la mère plutôt qu'un don de sperme d'un inconnu ou qu'un don d'ovule d'une inconnue. Et ces groupes-là sont loin d'être les moins avancés sur le plan technologique. Le clonage reproductif, s'il est possible techniquement, on ne le sait pas encore, mais s'il est possible techniquement, surviendra à l'évidence dans des groupes que j'appellerais des groupes à forte importance de filiation. Je pense à Israël. L'exemple des Raéliens, là, c'est une autre chose. C'est un fou qui veut se reproduire à l'infini personnellement. Il trouve que son génome est extraordinaire. Ça, c'est marginal. Mais il y a une demande de clonage reproductif, d'une part pour les enfants qui sont en train de mourir et où les parents veulent celui-là, le même, mais d'autre part dans les couples stériles où les baïonnettes de filiation sont inacceptables. Alors, face à toute cette problématique, il y a une problématique philosophique, c'est qui décide. Alors je vois 3 réponses possibles au qui décide. Les médecins, la société et les parents. Je vous le dis tout de suite, comme souvent dans les questions de bioéthique, il n'y a pas de réponse. En tout cas, pas de réponse qui nous satisfasse complètement. Les médecins qui seraient dotés d'un supplément d'âme tel que ça leur permette de choisir qui va vivre et qui va mourir, la société ne l'accepte pas. Et supplément d'âme chez les médecins, pardonnez-moi, mais il y a eu des médecins à Auschwitz, il y a des médecins pour pousser la seringue dans les pénitenciers américains, il y a des médecins pour couper la main aux voleurs, et il y en a même pour la raccommoder dans une salle d'opération derrière, afin qu'on puisse jouer au golf 2 mois plus tard. Donc les médecins n'ont pas la possibilité, à mon sens, d'être placés par la société comme décideurs de qui va vivre ou qui va mourir. Est-ce que ça peut être la société ? Elle s'en est bien gardée dans la loi de bioéthique de 1994. Si vous regardez le chapitre sur le diagnostic prénatal, il y a tout de suite un petit paragraphe, alors que sur la fécondation in vitro, il y a 20 pages. On nous dit exactement ce qu'il faut faire en matière de fécondation in vitro, car là, c'est facile. Mais en matière de diagnostic prénatal, le législateur nous dit tout juste, écoutez les médecins, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble pour prendre ce genre de décision. Ne les prenez plus seuls. C'est déjà pas mal, mais la société ne pouvait pas faire un almanach par ordre alphabétique en disant « achondroplase, tu avorteras, bec de lièvre, tu laisseras ». Ça aurait été amoral. Et donc ça n'a pas eu lieu et c'est bien comme ça. Alors est-ce que ça peut être les parents qui, correctement informés de la maladie dont est porteur leur enfant, prendraient en toute bonne conscience la décision pour cet enfant ? C'est la moins mauvaise réponse. Ce n'est pas la réponse de la loi française actuellement, mais c'est la moins mauvaise réponse. Et cependant, elle est quand même mauvaise, car j'évoquais les demandes d'interruption de grossesse pour un doigt qui manque, mais nous avons chaque année une dizaine de demandes d'interruption pour une fente labiale isolée. Nous avons chaque année des demandes d'interruption médicale de grossesse pour un pied beau, parfaitement bénin. Et il vient de nous arriver quelque chose de dramatique. Une femme chez laquelle on a découvert fortuitement que son enfant était porteur de 2 chromosomes Y est allée sur Internet, a vu que le double Y avait donné lieu à une publication il y a 25 ans intitulée « Le chromosome de l'assassin » parce qu'une généticienne avait eu l'impression qu'il y avait plus de chromosomes de double Y chez les criminels de sang. Et elle a dit « Je sais bien que cette généticienne a eu un biais. Je sais bien qu'elle s'est trompée, d'ailleurs elle l'a publié. Mais que voulez-vous ?
mon mari et moi, nous ne supportons pas l'idée de mettre au monde un enfant qui est 2Y. Et ils sont allés avorter à Barcelone au 6e mois. Et donc, ça me rappelle un sondage du Nouvel Observateur sur 1000 femmes en âge de se reproduire, qui demandait aux femmes si on était capable de déterminer chez votre enfant in utero l'existence d'une agressivité excessive future, que préféreriez-vous, laisser faire la nature, le traiter in utero ou avorter? 30% des femmes françaises répondent si on est capable de me dire que mon enfant sera plus agressif qu'un autre, je veux l'avorter. Et donc, notre société a bougé. Et je crois qu'il faut s'en rendre compte. Alors, le qui décide, je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est les parents, mais avec une réserve. Chaque semaine, j'ai une demande d'interruption partielle de grossesse sur une grossesse gémellaire, parce que les parents me disent on voulait un enfant et pas deux. Si vous êtes rigide de l'encolure, on avorte tout. Si vous êtes souple dans l'encolure, vous nous en avortez un et on garde l'autre. Les parents peuvent tout demander et je considère que les médecins ne peuvent pas tout accepter. Alors, face à tout cela, je conclurai sur quelle solution? Pour moi, c'est le cas par cas, comme technique de résolution des conflits d'intérêts en médecine. Je pense que la loi, c'est une solution, mais parfois elle tranche dans des situations rares et difficiles, et j'en prendrai comme exemple l'insémination post-mortem d'embryons conçus par un couple et le mari décède. C'est pas fréquent, ça doit se produire une fois ou deux dans l'année dans notre pays. Je pense que plutôt que de dire à cette femme, madame, nous n'avons que deux solutions, donnez vos embryons à une autre femme ou les jeter, moi je me sens pas à même de dire cela. Je considère que ça c'est obscène. Je pense qu'il faut qu'une femme comme ça soit accompagnée, qu'on lui explique qu'un enfant n'est pas une pierre tombale, qu'on fasse un travail psychologique avec elle, et que, à la fin des fins, si elle souhaite quand même, que ce soit possible. Le cas par cas me paraît plus intelligent que la loi pour des situations comme celle-là. Alors, est-ce qu'on est dans l'eugénisme? Ma réponse est oui. Non discriminatoire, certes, non coercitif, avec un fondement bien meilleur sur le plan génétique que celui des nazis, avec un but bien meilleur que celui des nazis qui voulaient faire une belle race aryenne. Nous, c'est pour avoir des enfants en bonne santé. C'est donc ce que j'appellerais un eugénisme acceptable, mais eugénisme ou pas, oui, c'est un eugénisme, c'est un nouvel eugénisme. Et je pense que nos pouvoirs techniques sont désormais devenus si forts, si invasifs, qu'il ne faut pas laisser les médecins seuls face à ces choix-là. Et la difficulté va être de trouver des solutions comme le Comité national d'éthique pour faire consensus devant toutes ces questions terriblement évolutives, pour faire consensus et pour que notre société arrive à avancer, non pas avec les médecins en avant comme bouclier, mais en prenant ces décisions et en choisissant dans les techniques issues de la recherche quelles sont celles qu'on utilise et quelles sont celles qu'on laisse à la porte. Merci de votre attention.